Durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons le cochon de la naissance à l'assiette. Nous sommes à Gondrexon, en Meurthe-et-Moselle, avec la fondatrice et éleveuse de la ferme du Porc qui dort. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Sonia Rigaud, bonjour. Bonjour Eric. Sonia Rigaud, dans l'intitulé même de votre ferme, la ferme du porc qui dort, il y a un jeu de mots. Oui, mais on a voulu en fait caractériser un peu l'ensemble de la vie de l'animal. Donc c'est dort, D-O-R-E, parce qu'il dort la plupart du temps au soleil. Tranquille, en dormant, donc il dort aussi beaucoup tout au long de sa vie. La ferme du porc qui dort, voilà, ouais, tout à fait. Et à la fin, il finit par dorer dans le four. Donc voilà, c'est vraiment l'ensemble de sa vie, quoi. Et en même temps, ça fera le fil conducteur de notre rencontre ici avec vous aujourd'hui à la ferme du porc qui dort. Sonia Rigaud, ce sont des porcs gascons. Combien de porcs aujourd'hui élevez-vous ? Et on le verra bien sûr dans des conditions proches, j'allais presque dire, d'une condition idéale pour les cochons. Alors en fait, sur la ferme, il y a à peu près 150 porcs présents. Donc ça regroupe l'ensemble des porcs de tous les âges. Et on a 14 truies et 2 verras. Voilà. Donc on a beaucoup de porcs présents sur la ferme comparé aux porcs dont on a besoin. Parce qu'en fait, nos cochons, on les garde entre 1 an et 1 an et demi. Alors que d'habitude, un cochon est élevé entre 4 et 6 mois. Quand vous dites d'habitude, Sonia Rigaud, c'est dans l'élevage intensif. Industriel, intensif, voilà. Oui. On va pousser l'animal dans ses derniers retranchements. Les cochons sont en face de nous. Je ne sais pas si on les entend. Nous, on les entend. C'est un magnifique bâtiment récent. Et il y a derrière, on ira aller voir, vos cochons gascons en plein air. Ceux-là, néanmoins, sont dans de grands espaces. Pour quelles raisons, Sonia Rigaud ? Alors en fait, on a 2 parties sur l'élevage. On a une partie naissage qui est en plein air toute l'année. Et puis une partie engraissement sur paille une partie de l'année et l'autre partie de l'année en plein air. Donc on a fait ce choix-là parce que pour les porcs à l'engraissement, on a un sol qui est très très argileux, donc qui est très peu portant l'hiver. Donc c'est compliqué quand on a des bandes de cochons, de 20 ou 30 cochons qui sont en parc. S'il se met à pleuvoir pendant une semaine, ils vous retournent tous, c'est Verdun, 14-18, le retour. Et donc en fait, ça devenait vraiment ingérable. Pendant 3 mois dans l'année, c'était très très compliqué. Donc on a fait ce choix-là de les passer sur paille, sachant que le naissage, les truies resteront toute l'année, elles, dehors, quoi. Oui, parce que le cochon, contrairement aux vaches, ne se contente pas de brouter. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, Sonia Rigaud, du cochon qui feugne. Ah oui, là, il fait plus que feugner, il creuse des tunnels chez nous, des tranchées et des tunnels. Non, mais oui, il passe son temps vraiment à retourner la terre, à aller chercher les racines, à aller chercher les vers. Et en fait, si vous avez 4 jours de pluie sur une terre bien argileuse, le terrain est complètement retourné en moins d'une semaine. Du coup, travaille très fort. Aussi à quel point l'élevage industriel est contre nature, puisque évidemment dans une ferme industrielle, c'est pas la moindre des choses que le cochon ne puisse faire. Oui, c'est aussi pour ça que de les avoir sur paille, on reste dans une expression de leur comportement qui leur permet justement de feugner, de retourner, de se faire un nid. Et là, on est sur des surfaces qui correspondent en fait au cahier des charges bio.
Donc on est sur des surfaces importantes. En plus, moi j'ai pris les maximums, c'est-à-dire qu'en fait, c'était comme si tous mes cochons faisaient 110 kilos, alors que j'ai des cochons qui n'en font que 30, qui n'en font que 40, voilà, ou même moins dans le bâtiment, pour leur laisser un maximum d'espace pour pouvoir circuler et puis jouer. Voilà, alors, il y a des cochons sur votre ferme du Port qui dort, Sonia Rigaud, mais pas seulement. Non, on a aussi 50 brebis avec la suite, donc les agneaux. Donc ça depuis peu, hein, on a les brebis depuis 2 ans pour valoriser notre herbe. C'est des prairies souvent inondables, donc qui peuvent être seulement là, valorisées par les brebis. Alors, non seulement les cochons sont bien ici, mais nous aussi, parce que on est là à la ferme du Port qui dort, on est aussi, on va se retourner, puisque là on était face aux cochons, cette fois-ci face au terrain, très beau paysage, ce sont les Vosges, au loin. On voit les Vosges, avec le Donon sur la gauche. Voilà, construction là aussi d'un étang, on peut dire appeler ça comme ça. Oui, en fait, là, la réflexion autour du bâtiment, elle nous a pris quand même pas mal de temps. Parce qu'on voulait un bâtiment qui soit à l'image en fait, des modes d'élevage qu'on souhaitait véhiculer. Donc c'est un bâtiment qui est tout bois, qui n'est pas raccordé à EDF. Et quand on construit un bâtiment comme ça sur site isolé, il faut une réserve incendie. Donc ça c'est la réglementation et donc nous on n'a pas souhaité avoir une belle poche verte pleine d'eau, mais plutôt un lieu où on recrée aussi un écosystème. Donc on a mis en place et on est en train de mettre en place des bassins naturels. Donc là ils sont creusés, ils sont en place, mais il faut encore qu'on les végétalise. Et on a déjà les premiers habitants qui sont venus. On a du crapaud sonneur, de la rainette verte. Et donc voilà. Bon, là l'idée chez nous c'est vraiment que le cadre de travail soit aussi un lieu de vie, parce qu'on passe la majeure partie de notre temps avec les animaux. Donc pour moi, c'est important qu'on soit tous en bien-être, quoi. Y compris les panneaux solaires qu'on voit là-bas. Oui, donc là, on est en installation des panneaux solaires et de l'éolienne qui nous fournira notre énergie pour éclairer le bâtiment quand on est vraiment en hiver, faire fonctionner les pompes pour les bassins. Parce qu'il va falloir les oxygéner, qu'il y ait circulation d'eau dans ces bassins. Donc on va travailler une filtration naturelle avec des végétaux. Et puis aussi le surplus d'énergie servira à maintenir les clôtures électriques pour éviter d'avoir trop de batteries, d'achat de batteries. Alors, vous l'avez dit un peu rapidement tout à l'heure, Sonia Rigaud, l'évocation du label bio. Vous êtes en bio, vous êtes en conversion actuellement? Alors on est en conversion. On a fait une conversion progressive parce qu'en fait en 2016, je me suis séparée de mon associé, donc je me suis retrouvée toute seule sur la ferme. On a fait le choix de mettre en place le bâtiment, de passer en bio, d'accueillir les brebis. Donc ça faisait beaucoup de choses. Donc on s'est dit, la conversion, on va déjà démarrer par les cultures. Donc on a passé l'intégralité des cultures en mai 2016 et cette année en mai 2018 les brebis passent en bio et on termine par les cochons après la récolte. Là ils vont passer en bio, quoi. Qu'est-ce que ça implique, Sonia Rigaud, d'avoir un élevage, là en l'occurrence de porc gascon, en bio? Eh bien, en fait, quand on fait ces choix-là d'élevage, une race locale, du plein air, donc une viande en fait qui est très particulière, très persillée, très rouge, beaucoup plus de gras, faut aller jusqu'au bout. Donc ça implique en fait de maîtriser toutes les étapes parce que par exemple des porcelets gascons on n'en trouve pas, donc il faut pouvoir les faire naître, il faut les élever et il faut les transformer. Il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir faire vivre ces animaux, il faut aussi aller jusqu'à la saucisse et jusqu'au saucisson. Alors on y reviendra à la saucisse, Sonia Rigaud. Alors ça fait un moment qu'on évoque le porc gascon, Sonia Rigaud, puisque vous l'élevez ici à la ferme du Port qui dort. Pour autant, pour la plupart de nos concitoyens, lorsqu'on évoque le cochon, on le voit plutôt bien rose. Alors ça dépend si on le voit sur les papiers d'emballage à la boucherie où il est souvent très heureux d'être consommé avec moi même des fois la serviette autour du cou, ce que je trouve quand même un cynisme inouï. Ou alors on a tous en tête aussi des images dramatiques d'élevage intensif. On est très loin de tout ça ici chez vous. Exercice radiophonique, Sonia Rigaud, décrivez-nous un porc gascon.
Alors, un porc gascon qui a 1 an et demi fait le même poids qu'un porc industriel de 4 mois. Donc on n'est pas du tout sur des énormes gabarits. On est sur un animal qui est un petit peu plus trapu, qui est tout noir, qui est très poilu. Donc ça peut aussi poser problème, on le verra notamment à l'abattoir, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, dans les abattoirs classiques, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des porcs aussi poilus. Et donc en fait, c'est un animal qui en termes de comportement est vraiment très très calme. Donc c'est un animal qui est zen, qui est beau. Et qui est gascon. Et qui est gascon, oui, il vient du sud-ouest. En fait, le porc gascon, ça fait partie des races dites locales qui ont été longtemps en voie de disparition. Donc il y a le porc basque, le porc gascon, le blanc de l'ouest, le porc de Bayeux. Voilà. Donc ça, c'est des races qui, en fait, ont failli disparaître parce que dans les années 60 est sortie la loi sur l'élevage où là étaient interdites les races qui n'avaient pas de livre généalogique, donc qui n'étaient pas officielles. Voilà. Et donc toutes ces petites races-là ont failli disparaître, sauf qu'on s'est aperçu dans les années 90 que c'était une génétique qui pouvait être intéressante parce qu'ils sont rustiques. Et justement, ça pouvait peut-être sauver le porc industriel, un de ces quatre. Voilà. Quand ça a commencé, l'homme donna des noms aux animaux. Quand ça a commencé, il y a très longtemps, il a vu un animal qui avait fière allure, de grosses pattes poilues, une belle fourrure. Il mangeait du miel tout près d'une source. Ah, je vais l'appeler un ours. L'homme donna des noms aux animaux. Quand ça a commencé, l'homme donna des noms aux animaux. Quand ça a commencé, il y a très longtemps, il a vu un animal dans un champ qui poussait de drôles mugissements. Il mangeait de l'herbe sans relâche. Ah, je vais l'appeler une vache. L'homme donna des noms aux animaux. Quand ça a commencé, l'homme donna des noms aux animaux. Quand ça a commencé, il y a très longtemps, il a vu un animal qui aimait beugler, des cornes sur la tête et l'œil mauvais. Il était vraiment très costaud. Ah, je vais l'appeler un taureau. L'homme donna des noms aux animaux. Quand ça a commencé, l'homme donna des noms aux animaux. Quand ça a commencé, il y a très longtemps, il a vu un autre animal couvert de boue, le visage très sale. Il avait une queue en tire-bouchon. Ah, je vais l'appeler un cochon. L'homme donna des noms aux animaux. Quand ça a commencé, l'homme donna des noms aux animaux. Quand ça a commencé, il y a très longtemps, il a vu un animal qui aimait bêler, couvert de laine, des sabots aux pieds. Nous sommes toujours à la ferme du porc qui dort à Condrexon, c'est dans le Lunévillois, avec vous Sonia Rigaud, l'éleveuse en bio, ou en tout cas en cours de conversion, et en tout cas pour ce qui concerne
le porc gascon que vous élevez ici. On sait bien que dans les élevages bio, Sonia Rigaud, et vous n'échappez pas à la règle, vous êtes sensible au vocabulaire et vous n'aimez pas que l'on parle de votre ferme en parlant d'exploitation. Non, j'aime pas trop ce terme, comme j'aime pas trop le terme de production animale. Je pense que là, on a un rapport d'échelle qui est tout autre. Ici, on est sur 35 hectares. Je visualise tous mes animaux. Ils sont en train de s'amuser. Je les connais. Je pense qu'il y a un moment donné, quand j'étais avec mon associé, on avait 110 hectares. Et là, j'avoue que je revis de passer à 35 hectares parce que j'ai l'impression d'appréhender mon milieu. Ce que j'arrivais pas avec les 110. À un moment donné, il y a des choses qui nous dépassent. Quand on ne peut pas aller régulièrement voir les parcelles, ou quand on ne peut pas planter partout, quand on ne peut pas... Il y a quelque chose qui vous échappe. Et pour les animaux, c'est pareil. À un moment donné, quand on a trop d'animaux, on n'arrive plus à les individualiser. Et en tout cas, moi, c'est pas du tout ce que je recherche. Et quand on parle de production animale, quand on parle d'exploitation, derrière, on cherche du rendement, on cherche du chiffre. Alors que là, moi, je me considère vraiment comme une éleveuse. Je vis avec mes animaux. Et je cherche à les comprendre, à les connaître. Et là, c'est par exemple une taille que je ne dépasserai pas, quoi. C'est déjà, c'est largement suffisant. Alors, on vous écoute, Sonia Rigaud, on ne peut être évidemment que d'accord avec votre propos. On parle beaucoup aujourd'hui de crise agricole. En même temps, ceux qui, au contraire, défendent plutôt l'agriculture intensive vont vous dire que c'est des tailles nécessaires pour pouvoir en vivre. Je suis donc obligé, moi, de vous poser la question, est-ce que vous êtes en capacité de vivre de votre activité ici avec cette approche-là et ces valeurs-là? Après, on peut retourner la question aussi aux grosses exploitations, parce que, à l'heure actuelle, c'est les plus grosses exploitations qui drainent le maximum d'aide. Donc, à un moment donné, quand en fait votre salaire que vous dégagez vient de l'Union européenne, il faut aussi se poser des questions, même quand on est sur 500 hectares ou 800 hectares, quoi. Et souvent, en fait, c'est les petites exploitations qui drainent le moins d'aide, qui ont le plus de main-d'œuvre. Je veux dire, moi je suis très heureuse de la vie que je mène. C'est sûr qu'on roule pas sur l'or, mais en tout cas ma ferme me permet de faire ce que je veux et ce que j'aime. Sonia Rigaud, on va aller voir vos cochons, puisque là on est devant votre bâtiment où ils passent une courte partie de leur vie, puisque c'est aujourd'hui devenu une vie semi-naturelle, mais il y en a également un peu en contrebas qui eux profitent carrément aussi du paysage et de la nature. Oui, là en contrebas ça va être, on va voir les truies et puis avec leur porcelet. Donc là en plus on a eu pas mal de mises bas, donc ça galope dans tous les sens, ça tète, ça se roule par terre, ça joue. On y va ? Ouais. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Voilà, pendant qu'on se rend à l'extérieur, voir, alors on était déjà à l'extérieur puisque c'est un bâtiment semi-ouvert, mais là, aller voir les porcs gascons de la ferme du Porc qui dort, Sonia Rigaud, on évoquait tout à l'heure, en arrivant, en préparant ce reportage, les 10 ans que vous venez de fêter. Bah oui, ça fait... Alors pas vous, la ferme, bien sûr. Oui. Oh, j'aurais bien aimé. Oui, ça fait 10 ans que je suis installée là, et en fait, on a voulu réunir toutes les personnes qui nous ont accompagnés depuis le début, soit en tant que consommateurs, en tant qu'amis, la famille, tous ceux qui nous portent en fait, parce que quand on a un projet comme ça, on n'est jamais seul. C'est pas possible de toute façon d'être seul. Donc vraiment, c'était une façon de remercier tout le monde et puis de marquer le moment, parce que 10 ans, c'est quand même important. Et voilà, et de faire la fête ensemble, ça a été vraiment un grand moment de partage.
avec même une production énergétique autonome. Oui, alors en fait, comme on est sur site isolé et que les panneaux photovoltaïques et l'éolien sont pas encore d'actualité, là, on est en train de les monter. On a fait venir Pédale Tewatt qui a permis de mettre en place une sono et puis l'éclairage pour la soirée grâce à la force des vélos. Et donc tout le monde a pédalé dur et voilà, à 4h du matin quand on a terminé, on avait 18 heures d'autonomie au compteur, donc les gens avaient bien bossé et dansé en même temps, donc non, c'était vraiment super. Alors pour ceux qui ne seraient pas habitués au bruit de la ferme, on a dit qu'on se rendait voir les porcs gascons. Je ne sais pas si ça s'entend, mais ce ne sont pas c'est une race très particulière. Ce ne sont pas des porcs qu'on entend là, Sonia Rigaud. Non, là, en fait, on passe devant les brebis. Donc, c'est des brebis noires du Velay. Et donc, c'est les agneaux là, qui appellent leur mère. Ils sont en train de se réveiller de la sieste et ils cherchent où est passée leur mère, qui, elle, est en train de brouter. Rustique. Oui, c'est une race rustique. On a souhaité aussi, sur les brebis, rester sur un élevage extensif avec de l'agneau d'herbe, qui est né au printemps. Et donc, on a 3 races différentes pour le moment. La noire du Velay, la Rava et l'Est-Allen Mérinos. On souhaitait en fait voir un petit peu quelle race nous convenait le mieux. Et pour l'instant, j'ai plutôt tendance à les aimer toutes, donc je ne sais pas. Et on arrive tranquillement à l'endroit où sont vos porcs gascons. C'est un peu un village mongol. Je dis ça parce qu'il y a des yourtes, Sonia Rigaud. Oui, c'est ça. Tous les cochons ont leur propre cabane, qui est une cabane mobile, inventée en fait par Plein Air Concept, c'était un éleveur de porcs en plein air, qui a conçu ces cabanes. Donc elles sont circulaires, bien isolées, et donc on peut les déplacer. Donc dès que le parc est un petit peu retourné, on les redéplace dans des autres parcelles où l'herbe a poussé. Alors on ne va pas non plus fantasmer complètement, hein, on est loin des décorations de yourtes mongoles. Là, c'est la forme qui fait penser bien sûr à la yourte. Ce sont néanmoins des tôles, mais tout ça a été parfaitement réfléchi précisément par le concepteur, Sonia Rigaud. Oui, là, il a bien étudié le comportement des animaux. Donc le fait qu'elles soient circulaires, les porcs peuvent se coucher tout autour de la cabane. Et les cabanes de maternité sont conçues avec des barres de sécurité et un nid central pour éviter que la truie n'écrase ses porcelets. Donc respecter un petit peu des espaces pour que les porcelets puissent se mettre à l'abri. Parce qu'on est sur des animaux qui font à peu près 300 kg et les porcelets, quand ils naissent, ils font à peine 1 kg. Donc la truie, même si elle est toute maternelle qu'elle est, si elle s'assoit sur un porcelet et qu'il est un petit peu endormi, en fait, elle ne va pas le sentir. Donc il faut donner un peu des espaces au porcelet pour se préserver, quoi. Alors on peut craindre que la chaleur amène une forte température à l'intérieur de ces cabanes. Eh bien non, parce que tout ça a été très bien étudié, Sonia Rigaud. Oui, en fait, il y a une isolation au niveau de la toiture. Donc, il y a une toiture en bois avec une isolation faite avec de la paille. Nous, c'est de la paille de chanvre et c'est recouvert d'une bâche. Et en fait, il y a donc une porte avec une fenêtre qui permet d'avoir un courant d'air dans la cabane que l'on peut fermer quand on se trouve en hiver et qu'il faut justement garder la chaleur. Sachant qu'on est sur des tout petits espaces, en hiver, c'est des cabanes qui vont très vite chauffer rien qu'avec la chaleur des animaux. Et donc chaque famille, on peut les appeler comme ça, a son terrain dédié avec sa yourte. Ça, c'est une vraie truie gasconne avec ses porcelets. Combien, Sonia Rigaud ? Et bien là, en fait, il y a 2 portées réunies. On a 2 truies qui ont mis bas ensemble. Et donc les 2 portées là sont mélangées. On va avoir à peu près 17 porcelets là. Qui sont ensemble, qui se connaissent. De toute façon, en fait, les porcelets peuvent circuler de parc en parc. C'est les seuls qui ont le droit d'aller où bon leur semble. Les truies restent bien dans leur parc avec leur cabane. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Sonia Rigaud, à la ferme du porc qui dort, ce sont des porcs gascons, noirs, poilus, on le voit. Il y en a pourtant parmi la portée, là, qui sont plutôt brun marron clair avec des taches noires. Ouais. Alors ceux-là, en fait, on est allé chercher des porcs dans le sud-ouest,
labellisé Gascon. Et en fait, le Vera qu'on a ramené, Jovial, il nous fait des petits tachetés comme ça, parce qu'en fait, faut pas se leurrer, quand on a remis en place ces races rustiques, il y avait déjà eu des mélanges avec des races, on va dire, industrielles. Et donc, des fois, il y a des phénotypes un peu du rock qui ressortent. Et ça, c'est notre mâle Jovial, certifié du Sud-Ouest, qui nous fait ressortir ces couleurs-là, quoi. Voilà. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon, c'est bon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon, c'est bon. Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et les saucissons. Répétons sur cette terre polisson, qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. Je pourrais dire bien des choses sur son talent. Il a la couleur des roses sans leur piquant. Et puis quand on a terminé les bons morceaux, reste de quoi faire des souliers et des pinceaux. Et ça, c'est beau. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon, c'est bon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et les saucissons. Répétons sur cette terre polisson, qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. En ces temps de régime allégé, la résistance passe par le gobage effréné de rillettes du Mans. C'est une drogue, une friandise, à un tel point qu'on en planque dans les valises, comme Jean Gabin. Mais ça, c'est pas bien, faut pas le faire, hein. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon, c'est bon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon, jambier, c'est bon. Désormais, je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cette heure polisson, c'est bon, c'est le cochon. Et maintenant, c'est le couplet philosophique qui, à lui seul, justifie l'existence de cette chanson. Enfin, c'est un couplet philosophique quand même relativement de base, il faut bien le dire. Le cochon est tellement sage qu'en son honneur, je vous délivre un message qui vient du cœur. Battons-nous pour les droits de l'homme avec raison, puisqu'on dit souvent que les hommes sont des cochons. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La rate et les rognons, le cœur en tire-bouchon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cette terre polisson, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oula, qui c'est qui est bon? Eh ben je vais te dire moi qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. Sonia Rigaud, à la ferme du porc qui dort, où vous élevez vos porcs gascons en bio, bientôt certifiés bio, parce que vous êtes encore en conversion, en tout cas pour ces animaux. Ici à Gondrexon, vous insistez beaucoup sur la relation à l'animal et quelque part le temps qu'il est nécessaire de raccorder. Oui, en fait, dans un élevage comme le mien, on n'a pas de lieu de contention, on n'a pas de couloir, on ne peut pas obliger les animaux à faire ce que l'on veut. Donc il faut arriver à construire une relation vraiment très étroite avec eux. Quand on veut intervenir dans les cabanes, on est accroupi, donc on est vraiment à la hauteur de la tête des truies. Et si elles veulent nous faire du mal parce qu'elles se sentent en insécurité ou qu'elles n'ont pas confiance en nous, en fait, on pourrait en mourir. Donc il faut développer vraiment une relation étroite avec eux, passer du temps, comme je dis aux stagiaires qui viennent chez nous, parce qu'on accueille pas mal de stagiaires, c'est passer du temps qui est dit improductif, c'est-à-dire faire des caresses, aller les voir régulièrement, et ça se quantifie pas, parce qu'après quand on veut les déplacer, quand on veut intervenir parce qu'un porcelet s'est coincé ou qu'il a été blessé et qu'on doit rentrer dans la cabane et que ça se passe bien, ça n'a pas de prix, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que, Sonia Rigaud, vous allez jusqu'à créer une relation affective, voire affectueuse, ou affectueuse, voire affective avec vos porcs? Ah oui, ça c'est sûr qu'on est... on est très attaché... je suis très attachée à mes animaux, j'ai du mal à m'en séparer, et d'ailleurs souvent j'ai des gens qui veulent acheter des porcelets, voilà. J'ai toujours du mal à vendre des animaux vivants parce que je sais jamais comment ils vont être élevés, donc il faut vraiment que j'ai confiance en la personne qui va récupérer les animaux, quoi. Non, c'est sûr, et chaque animal, chaque reproducteur a son nom, il a son histoire, après on sait... les filiations aussi dans les truies, voilà, c'est on vit avec eux, quoi. Alors là, forcément, la question qui nous vient à l'esprit,
Sonia Rigaud, vous élevez ici à la ferme du Porc qui dort à Gondrexon des porcs gascons en bio. C'est pas juste pour le plaisir de les élever. Ben non, parce qu'en fait, quand on veut élever des animaux de cette manière, quand on veut donner la vie en plein air, qu'on veut être sur une race rustique, eh ben, il faut pouvoir en vivre. Et donc pour pouvoir en vivre, il faut aussi transformer la viande et aller jusqu'au bout, parce que les filières classiques ne s'intéressent pas du tout à ce type d'élevage ni à ce type d'animal, parce que c'est trop coûteux, c'est trop gras, voilà. Ça répond pas aux standards. Donc là, il faut aller jusqu'au bout. Et je reprendrai une formule de Jocelyne Porcher. Pour donner la vie, il faut aussi donner la mort, quoi. Voilà, il faut qu'il y ait mort pour qu'il y ait vie. Et c'est vrai que voilà, on va jusqu'au bout. On emmène nous-mêmes nos animaux à l'abattoir et on transforme ensuite. Et il y a certains animaux, par exemple, je ne sais pas si on peut l'aborder, mais le verra, c'est un animal qui donne beaucoup de goût à la viande, un goût très très fort. Donc souvent, les verras ne sont pas valorisés en viande. Et en termes économiques, c'est un non-sens de les valoriser. Pour moi, ça n'a pas de sens d'envoyer un animal à l'équarrissage. Voilà. Donc mes verras, ils sont faits en saucisson. Parce que quand la viande est crue, il n'y a aucune odeur, etc. Même si le rendement n'est pas bon, sa vie a un sens parce qu'après, il est consommé en saucisson, quoi. J'entends votre discours, Sonia Rigaud, qu'on entend rarement dans le monde agricole et le monde de l'élevage en particulier. Mais comment ça se vit affectivement? J'imagine que c'est malgré tout pas simple. Et je comprends aussi dans votre discours que l'abattage, la transformation fait partie intégrante de votre ferme. J'aurais pas pu laisser partir mes animaux dans une bétaillère sans savoir ce qu'ils deviennent. Là, c'est moi qui les emmène à l'abattoir au dernier moment. Donc on part très tôt le matin et souvent c'est mes animaux qui démarrent la chaîne d'abattage. Très souvent c'est moi qui les conduis dans le couloir d'amener et je fais partie donc d'un abattoir coopératif. Donc je suis donc coopératrice, je fais partie du conseil d'administration et 2 fois par semaine, je suis présente à l'abattoir et ça c'était vraiment important parce que pour moi c'est une continuité de l'acte de production. On ne peut pas se voiler la face ou détourner les yeux. On est responsable de la vie de l'animal, on est aussi responsable de sa mort et je préfère en fait savoir comment ça se passe et le visualiser que de me dire je les mets dans un camion et puis advienne que pourra, ça je peux pas le vivre, quoi. Même si c'est dur pour moi d'y être ou de les emmener, voilà, c'est quand même un acte de mort, mais je sais comment ils sont tués et après je sais ce qu'ils deviennent. Quand on vend les produits, quand on a les retours des clients, quand les enfants savent comment sont élevés les cochons mais réclament les saucisses et ne veulent que les saucisses de Sonia, on se dit ouais, la vie de l'animal a eu un sens, quoi. Et que répondez-vous au mouvement vegan, par exemple, ou végétarien? Oui, c'est une question compliquée, mais je pense que à l'heure actuelle, dans notre société, on a un vrai problème par rapport à la mort en général et on le voit aussi du côté des humains. Hein. Je pense que tous les lieux de fin de vie qui sont écartés, où en fait la fin de vie est complètement occultée, je pense que c'est un réel problème de société à l'heure actuelle. Alors ça transparaît par rapport aux animaux de manière flagrante parce qu'on a des associations qui sont actives, mais cette problématique-là, elle est vraiment prégnante beaucoup plus généralement dans notre société, quoi. Et moi, ce qui me dérange et qui me fait peur, c'est qu'à travers cette question de la mort, on occulte la place que doivent tenir les animaux dans nos vies. Parce que c'est une relation qui nous a construit et qui continue à nous construire en tant que société, en tant qu'humain. Et je pense que faire une croix sur cette relation-là, c'est courir à notre perte. On va continuer à construire cette relation avec les animaux, Sonia Rigaud,
en allant peut-être visiter précisément l'endroit où vous les transformez. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes cette fois chez vous, Sonia Rigaud, de la ferme du Port qui dort, où se trouve également votre laboratoire. Pour la partie laboratoire, je préférerais que ce soit Véronique Doisnay, qui est salariée à la ferme depuis 2012 et que je vis vraiment comme un compagnon de route qui partage tout sur la ferme avec moi et qui m'a offert un vrai bol d'air en arrivant à la ferme. Vous présenter la transformation et puis l'atelier. Véronique, on vous écoute parce qu'on est un peu comme dans un grand restaurant, on voit tout depuis, alors pas depuis l'extérieur, puisque là on est dans votre cour, mais c'est fait en plus exprès. Voilà, donc vous voyez, vous avez une partie découpe, avec la table de découpe. Après, vous allez avoir la partie lavage, en fait, en plein milieu. Comme ça, on a les choses qui arrivent des deux côtés, en salle. Après, vous avez la partie transformation, avec le cutter, avec le hachoir, avec le poussoir. Après, nous avons la partie chauffe, donc la marmite, le four. Après, nous avons une chambre froide pour stocker tous les produits finis. Et après, nous avons le séchoir pour les saucissons. Et quand je dis que c'était fait exprès, en plus, c'est à vocation pédagogique. Tout à fait. Comme ça, tout est vitré. Et c'est vrai qu'on peut voir, parce qu'on ne laisse pas rentrer dans le labo comme ça. Donc, on peut voir tout à fait. Qu'est-ce qui en sort tout au bout de la chaîne? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme produit à ce moment-là, à part à base des animaux qui sont élevés ici à la ferme du Port qui dort, Véronique? Alors, tout ce qui est viande basique, forcément, côtelettes, rôtis. Après, il y a toutes les transformations, les terrines, les petites saucisses, la saucisse à cuire, le saucisson, les palettes à la diable, les caillettes, le jambon blanc. Forcément. Forcément. Si on souhaite acheter des produits fabriqués par la ferme du Port qui dort, en bio ici à Gondrexon, on fait comment? On va peut-être poser cette question-là à Sonia Rigaud. On peut nous retrouver au marché de Vendeuvre, le marché bio et local du vendredi, de 16h à 19h30. On nous retrouve aussi dans 4 AMAP qui nous accompagnent depuis le début. Les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Où là, il y a vraiment un lien étroit qui a lieu avec les consommateurs. Et puis on nous retrouve aussi dans 2 groupements d'achat solidaires, les paniers bleus, puis un autre groupement d'achat Agir à Séchamps. Si tu te retournes dans ta tombe, t'entends la monnaie qui tombe. Mon pauvre Henri, mon vieil Alfred, mon pauvre Henri, mon Fred, où tu pêchais des perles de nacre. On trouve des vieux clubs, des pneus d'un lobe. Y en a qui font la mer rouge en stop. Font des volcans plus de lave, font des barques plus d'esclaves, où tu pêchais des perles roses. Du soir au matin, y a les jets qui se posent au milieu des massifs de fleurs qu'on arrose. Mon pauvre Henri, mon vieil Alfred, mon pauvre Henri, mon Fred, au fond de l'eau, y a plus rien qui bouge. Mon pauvre Henri, mon vieil Alfred, mon pauvre Henri, mon Fred, où sont les secrets de la mer rouge? Où sont les secrets de la mer rouge? Mon pauvre Henri, mon vieil Alfred, mon pauvre Henri, mon Fred, où tu pêchais des perles rares. Les ploucs installent leurs planches à voile pour faire un pique-nique sous les étoiles. Moi-même un jour j'ai voulu tout vérifier, j'ai tout vu, j'ai tout lu, parcouru l'étendue, j'ai rien reconnu. Mon pauvre Henri, mon vieil Alfred, mon pauvre Henri, mon Fred, où tu pêchais des perles de nacre. Juste à la même place, y a un palace, on te sert ton whisky sur de la glace. Mon pauvre
pauvre Henri, mon vieil Alfred, mon pauvre Henri, mon Fred. Au fond de l'eau, y a plus rien qui bouge. Mon pauvre Henri, mon vieil Alfred, mon pauvre Henri, mon Fred. Où sont les secrets de la mer Rouge? Où sont les secrets de la mer Rouge? On trouve des vieux clubs, des pneus d'un lard. Si tu te retournes dans ta tombe, t'entends la monnaie qui tombe. Sonia Rigaud, éleveuse à la ferme du Porc qui dort, ici à Gondrexon. Nous sommes sur votre terrasse, vos bosserons à vos pieds. Vous êtes d'origine paysanne? Alors mon grand-père était paysan, je suis originaire de Haute-Savoie, mais j'ai pas connu la ferme en activité. Donc après, j'allais quand même voir les chèvres de la Germaine à côté de chez ma grand-mère. Ah, les fameuses chèvres de la Germaine. Qui faisaient ces fromages qui étaient délicieux. Mais voilà, j'ai pas vécu dans une ferme. Mes parents étaient instituteurs tous les deux. Mais par contre, j'avais vraiment envie d'être tout le temps avec des animaux. Et cette relation avec l'animal et quelle place je voulais tenir à leur côté, je l'ai affinée tout au long de ma formation, de mes études. Alors précisément, quelles sont vos études, Sonia Rigaud? Alors, comme toutes les jeunes filles, je pense que j'ai voulu être vétérinaire. Ou coiffeuse? Ah non, coiffeuse, ça ne m'a pas effleurée. Mais par contre, vétérinaire, oui. Et en fait, je me suis aperçue assez vite que la relation à l'animal ne me suffisait pas, d'intervenir simplement pour des soins ou quand l'animal est malade sans vivre à ses côtés ne me suffisait pas. Donc j'ai fait des études, je suis allée à l'IUT d'agronomie à Lyon, qui était plutôt axé animaux de laboratoire. Donc là, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est la partie élevage des animaux, puis après expérimentation, avec un suivi de santé des animaux. Donc on était vraiment proche d'eux. Mais j'ai bien senti que ce n'était pas encore ce qu'il me fallait, pas suffisant. Donc j'ai fait une maîtrise de sciences et techniques à Tours, où là, j'ai pu me rapprocher des élevages industriels et intensifs. Parce que là, c'est une maîtrise qui était vraiment axée monogastrique, donc avec les élevages de volailles et de porcs. D'ailleurs, mon stage de fin d'études, c'était comparer les coûts de production des élevages espagnols et de l'Ouest. Et dans ce cadre-là, je suis allée dans des élevages de 2200 truies, notamment en Espagne, donc des élevages avec sur 9 hectares. Donc c'est la taille à peu près de Gondrexon, hein. C'était un petit village avec des bâtiments à étages, donc les truies sur étage. Et quand on sevrait les porcelets, donc quand on les séparait des mères, on les faisait descendre par toboggan. Donc c'est une vision de l'élevage qui ne m'a pas convenu. Par contre, j'ai énormément accroché. Est-ce que c'est encore de l'élevage, Sonia Rigaud? On va dire que là, c'est de la production animale, de l'exploitation. On cherche effectivement à faire le plus grand nombre d'animaux et le plus grand nombre de kilos de carcasses au final. Mais là, j'ai quand même réussi à accrocher avec l'animal, avec le cochon. Et en plus, j'avais un chef d'élevage qui était polonais. Dans cet élevage-là, bien sûr, un coût de production oblige, chef d'élevage polonais. Et qui m'a beaucoup appris sur les animaux, parce que tout en étant dans un endroit très intensif, très concentrationnaire, en fait, il arrivait à dégager des moments de bonheur aux animaux. Notamment en leur apportant des journaux qu'ils récupéraient et qui demandaient à être hachés à l'entreprise. Et donc comme ça, les truies pouvaient se calmer, feugner, préparer leur nid, même si c'était artificiel. Et j'ai appris beaucoup parce que, en fait, dans des... Ah, on vient de frapper à la porte, les chiens font leur job. Dans des moments comme ça, c'est là qu'on sent les gens qui ont la fibre relationnelle avec l'animal, quoi. Parce que ils arrivent à trouver des choses.
Et donc après la MST, j'ai bien senti qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Je suis allée à l'ENSAIA, j'avais envie de prendre du recul sur les systèmes d'exploitation, sur les systèmes L'École nationale d'élevage. supérieure d'agronomie et Qui est des située industries alimentaires à Nancy. à Nancy. Et donc à ce moment-là, mon stage de fin d'études, pour vous donner un niveau d'échelle, c'était relance de la filière du porc cul noir du Limousin, où là on se trouvait avec 200 truies sur 35 éleveurs. Donc voilà le passage, 2200 truies concentrées à un seul endroit et 200 truies à un autre. Pendant toute la présentation de votre ferme du porc qui dort, Sonia Rigaud, on a bien compris, même si c'est riche et complexe, vos valeurs, elles vous viennent d'où ? Je pense qu'elles me viennent de ma famille. J'ai toujours eu des parents très impliqués au niveau associatif et politique, donc plutôt d'extrême gauche, avec un père aussi engagé en tant que catholique de gauche. Et je pense qu'ils m'ont donné en fait toutes ces valeurs humanistes et que je transpose en fait dans ma vie professionnelle. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Sonia Rigaud, éleveuse à la ferme du porc qui dort à Gondrexon. Vous êtes plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Un peu des deux, comme tout le monde. Oh non, il y en a qui sont franchement l'un ou l'autre. Ouais, je voudrais commencer en fait par un coup de cœur, parce qu'on est dans un territoire qui est en grande difficulté. Qui est désindustrialisé, où il y a peu d'emplois. Quand vous parlez du territoire, Sonia Rigaud, c'est la communauté de communes de Piémont et Vesouz. Donc on est vraiment dans la queue du canard, de la Meurthe-et-Moselle. Même si on fait partie du SCOT Meurthe-et-Moselle Sud, on est un peu vraiment au fin fond. Et justement, moi je voudrais tirer mon chapeau à toutes ces énergies qu'on a sur le territoire, qui ont su créer à travers des activités professionnelles ou des associations de l'énergie culturelle et un bouillonnement d'idées. On a la Croisée Découverte, on a Maché Énergie Nouvelle, on a Lorraine Énergie Renouvelable, on a une salle de spectacle comme La Faille. On se dit que dans un territoire comme le nôtre, avoir autant d'énergie qui se croisent et des gens qui arrivent à créer du lien entre eux, c'est vraiment très très riche, quoi. Tout ça grâce aux élus ? En fait, justement, je trouve que heureusement qu'on a des... C'est une transition que je vous offre sur un coup de cœur. Heureusement qu'on a des citoyens qui sont engagés. Bon, ils essayent aussi de s'engager politiquement, mais c'est vrai que moi, je trouve qu'un territoire comme le nôtre, le mettre aux côtés du Grand Nancy ou de Lunéville, les politiques sont complètement à côté de la plaque. Je veux dire, on ne peut pas faire une cohérence de territoire avec un territoire rural comme le nôtre, abandonné, entre guillemets. Avec le Grand Nancy, c'est pas possible, quoi. Et donc après, c'est normal que ce soit un territoire qui peine à trouver son identité, quoi. Alors, Durablement Vôtre rencontre énormément d'actrices et d'acteurs engagés dans les actions de développement durable, toujours plus spectaculaires que les unes que les autres, plus remarquables, plus intéressantes, et pour autant, très peu d'engagement précisément en politique. À quoi ça tient, Sonia Rigaud, que des gens comme vous, on l'a vu avec des démarches innovantes, respectueuses de l'environnement, respectueuses à la fois des humains et des animaux, avec des fortes valeurs, comment se fait-il qu'il y ait si peu d'engagement précisément en politique ? Parce que c'est quand même là que ça se passe. Je pense qu'à travers mes parents, j'ai vu un fort engagement politique qui n'a pas forcément abouti. Donc je pense que c'est aussi le résultat de nombreuses déceptions. Mais c'est aussi le fait qu'on met tellement d'énergie dans notre projet à concrétiser en fait nos valeurs qu'en fait il reste plus de temps ou d'énergie pour s'engager en politique, quoi. Pour autant, Sonia Rigaud, les politiques, les institutions vous ont déjà attribué de nombreux prix qui reconnaissent votre engagement au sein de la ferme du porc qui dort. Alors oui, on a eu pas mal de prix, notamment par la préfecture ou par le département.
Mais après, ce sont des prix vitrines qui vous mettent en avant. Mais ensuite, quand il s'agit de chercher du soutien financier, notamment pour monter des projets sur les énergies renouvelables, comme on a voulu le faire sur la ferme, eh ben, on a trouvé un peu porte close à chaque guichet, on va dire, de la collectivité. C'est un peu le principe de la médaille. Hein. Voilà. Et c'est ce qui nous a amené à nous tourner vers le concours Arbre d'avenir, qui est financé par des mécènes privés et qui, là, nous a permis de gagner un prix de 5 000 € pour pouvoir planter en fait, des arbres sur la ferme. Donc, on a mis en place une ripisylve, une oseraie, une noiraie, voilà, et tout un aménagement autour du bâtiment grâce à ce prix-là. Est-ce que ça veut dire, Sonia Rigaud, qu'il y a véritablement un décalage entre l'action de gens comme vous qui font sur le terrain et justement la posture de nos élus, et peut-être que le salut repose davantage dans le privé que dans le public? Donc je trouve que c'est bien que des privés s'engagent pour soutenir ce genre de démarche, mais il ne faut pas en fait que les collectivités se déchargent et il faut qu'elles continuent à financer et à porter, à soutenir toutes ces initiatives, parce que l'agriculture comme l'environnement relèvent du bien commun et il faut que le politique s'en saisisse. Merci Sonia Rigaud. Merci Eric. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et l'éleveuse de la ferme du Porc qui dort à Gondrexon en Meurthe-et-Moselle. Pour en savoir plus, pas encore de site internet, mais on peut vous écrire à l'adresse saucisson avec l'orthographe SOCY2SON @wanadoo.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre L'homme donna des noms aux animaux par le français d'origine néo-zélandaise Graham Wright, paru sur l'album Lumière sorti en 1992, une adaptation de Men Gave Names to All the Animals de Bob Dylan, paru sur l'album Slow Train Coming sorti en 1979. Tout est bon dans le cochon par la parisienne Juliette Noureddine, alias Juliette, paru sur l'album Juliette chante aux halles, sorti en 1995. Et enfin La mer rouge par Gérard Manset, paru sur l'album Comme un guerrier, sorti en 1982. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.